Bonjour à tous et bienvenue à cette série d'informations du Midi Vert. Ce mardi 11 juillet, l'énigme démographique en Afrique nous préoccupe. De plus, la notion des aires protégées dans le continent africain et au Cameroun sera de mise. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le Cameroun abrite depuis hier les travaux de la 11e Assemblée de l'Association des évêques de l'Afrique centrale. Et le thème est le dialogue interreligieux. La cérémonie solennelle d'ouverture s'est déroulée sous la présidence du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. En qualité de représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Un compte rendu de Théophile Ebodé. C'est dans une volonté réaffirmée de voir des frères de différentes obédiences religieuses vivre en parfaite convivialité que les évêques de la sous-région Afrique centrale réunis en conférence épiscopale ont ouvert les travaux de cette session de Yaoundé. Un désir que les évêques n'ont pas voulu voiler à l'ouverture de leurs travaux. Pour beaucoup, le thème, l'écuménisme religieux ou encore dialogue interreligieux choisi pour conduire leur réflexion au cours de cette session est une voie pour la consolidation de la paix, la communion des esprits, voire un socle pour le développement des pays de la sous-région. Il y a un dialogue d'abord œcuménique, c'est-à-dire entre les chrétiens, interreligieux entre les chrétiens et les non-chrétiens. Voilà, donc nous, l'Église a le devoir de s'être engagée à promouvoir le dialogue entre les différentes religions et les différentes cultures. Ça nous évite obligatoirement des malentendus, parce que quand on ne connaît pas l'autre, on ne sait jamais ce que l'autre est, qui il pense. Donc la première chose, c'est d'abord de mieux connaître l'autre. Les évêques de l'Afrique centrale, qui sont en conclave depuis ce matin, n'ont pas manqué de réaffirmer leur position sur le décès tragique de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, malgré la sortie du procureur général chargé de faire connaître la vérité. Du moins, pour les évêques, leur séjour à Yaoundé leur donne aussi l'occasion de prier pour le repos de l'âme de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, mais aussi pour que la vérité au sujet de son décès soit établie. Les travaux ouverts donc au palais de congrès de Yaoundé pour les évêques ont donc un double but. Mais l'objectif final est bien la réconciliation des chrétiens, le vivre ensemble des communautés, l'acceptation de l'autre avec ses différences, ainsi que le dialogue social et la paix dans les pays de la sous-région Afrique centrale. Parlons économie à présent. Les produits vivriers, à l'instar des bananes plantains, sont victimes des produits chimiques. Pourtant, l'usage de ces différents produits nuisant à la santé de l'homme avait été interdit. L'activité a le vent en poupe et le stagiaire Alexis Nyangon Amougou a arpenté quelques marchés de la capitale et voici ce qui ressort de son reportage. C'est pour les commerçants essentiellement une question de gain. Récolté à maturation, un régime de bananes plantains peut facilement mûrir pendant 3 jours. Cependant, il y a la forte demande du produit très prisé pour accompagner de nombreux plats camerounais. Surtout en cette période de forte récolte de prunes et autres fruits qui s'accompagnent avec du plantain mûr. Alors,
de nombreux consommateurs en cours pour acheter. En raison du taux élevé de la demande, le régime de banane plantain est très souvent cueilli avant terme. Dans cet état, il peut prendre 1 ou plusieurs semaines avant de mûrir. Pour accélérer le processus, plusieurs vendeurs utilisent les produits chimiques. En moins de 2 jours, tout mûrit et le commerçant peut désormais vendre sans inquiétude. L'utilisation des produits chimiques est lourde de conséquences sur la santé humaine et même sur l'environnement. L'Organisation mondiale de la santé précise à ce sujet que les produits chimiques utilisés pour faire mûrir la banane plantain doivent être utilisés 5 à 15 jours avant la récolte. En dehors de cela, la consommation de ces produits peut causer le cancer du sang à long terme. Certains de ces produits ont été homologués par le ministre de l'Agriculture et du Développement durable pour accroître la production en latex. Mais aujourd'hui, ces produits sont utilisés pour autres besoins. On se souvient de même que le gouvernement avait interdit la pratique d'accélération du mûrissement de la banane plantain. Mais la pratique ne cesse pas et les consommateurs continuent toujours à se plaindre. Alors que les mesures de sécurité avaient été établies pour traquer les responsables de cette pratique, l'on constate amèrement que le phénomène gagne du terrain et les équipes annoncées dans les marchés pour les contrôles sont jusqu'à maintenant invisibles et la pratique devient de plus en plus monnaie courante. Place à présent aux couleurs même de ce midi vert, l'environnement. Je vous l'annonçais en titre, les projections démographiques pour l'Afrique déconcertent les analyses. Avec une fécondité toujours élevée, le continent ne suit aucun schéma. La transition connue, l'augmentation exponentielle de sa population pourrait annihiler les effets bénéfiques attendus. Des bons taux d'accroissement enregistrés. Étrangement, cette situation d'urgence ne semble susciter aucune réaction de grande envergure. Le point, c'est avec Madeleine Karine Bihira. D'ici 2050, la population de l'Afrique pourrait doubler, atteignant ainsi 2,4 milliards de personnes avant de s'établir à 4 milliards vers 2100. Des projections démographiques inattendues qui bouleversent les perspectives de développement du continent, en particulier si on les met en rapport avec les chiffres de la croissance économique. La dite croissance démographique africaine pourrait donc ralentir fortement l'amélioration des conditions de vie des populations locales au cours des prochaines décennies. Cette perspective devrait conduire à envisager des mesures d'urgence. Or, elle suscite très peu des grandes réactions. Actuellement, la population africaine croît de 2,5% par an pour une moyenne mondiale de 1,2%. Si l'Amérique latine et l'Asie suivent cette dernière tendance, l'Amérique du Nord croît plus faiblement encore, tandis que l'Europe est quasiment stationnaire. L'Amérique latine et l'Asie ont ainsi connu pendant quelques décennies des taux d'accroissement démographique annuel supérieurs ou égaux à 2%. Cette situation résulte du maintien d'une forte fécondité. La fécondité africaine actuelle correspond ainsi à celle de ces deux régions il y a 40 ans. Mais cette croissance de la population s'explique par le taux de mortalité et l'espérance de vie enregistrée, une avancée démographique exponentielle qui risque d'être une saturation vu le rythme progressif des conditions de vie. Comment parler de l'Afrique, une énigme démographique, et ne pas faire cas
du mal logement en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Dans la plupart des pays d'Afrique, l'accroissement de la population et le sous-développement sont à l'origine du marasme économique qui influe dans le paysage urbain. Une situation qui remet en cause la problématique du mal logement dans les pays en voie de développement. Une fois de plus, écoutons Marie-Madeleine Karine Biha. La problématique du logement dans la plupart des pays d'Afrique est caractérisée en qualité comme en quantité par une insuffisance absolue que montrent à la fois des facteurs démographiques, notamment l'accroissement de la population, l'urbanisation rapide et les facteurs socio-économiques tels que le sous-développement des forces productives. Au Cameroun, cette crise est réelle et inquiétante du fait des revenus que possède la moitié des Camerounais vivant dans des habitations précaires. Très peu peuvent s'offrir des maisons modernes avec le confort y afférent. Si la misère du logement n'est qu'un aspect, la paupérisation des masses africaines et issus du processus même du développement surgissent de nouveaux besoins. Le cadre de toute politique moderne ne saurait être que la planification économique, sociale et spatiale du développement dans laquelle le rôle des pouvoirs publics, au stade de la conception comme à celui de l'application, sera déterminant. Au-delà des différences qu'expliquent le climat et le mode de vie, le paysage urbain est étrangement semblable dans les pays africains. Rues et ruelles étroites, immeubles entassés, constructions sur des zones à risque, dans les draps, à proximité des rails ou des poteaux électriques. Le mal est grave et aucune solution satisfaisante ne pointe à l'horizon. Un bilan négatif à l'échelle continentale qui va sans cesse croissant au fil des années. Également titré lors du sommaire, la notion des aires protégées en Afrique et au Cameroun. Les aires protégées sont garantes de la préservation du patrimoine collectif, patrimoine lourdement impacté par l'urbanisation galopante de nos sociétés. La notion des aires en Afrique et au Cameroun, un sujet de la rédaction. La faune, la flore, les habitants qu'elles permettent de sauvegarder présentent une valeur universelle, non seulement en tant qu'espèces et espaces originaux, mais également en raison du rôle actuel ou potentiel qu'ils peuvent jouer pour l'homme. Il y a donc nécessité pour tous de se sentir concernés par la gestion de toute aire protégée sur toute la surface du globe. Les aires protégées d'Afrique figurent souvent dans l'imaginaire des Occidentaux, enfants ou adultes, en raison de leur faune exceptionnelle et de leur paysage grandiose. L'histoire de nombreux pays d'Afrique est liée à celle de la France et une cinquantaine d'années après la décolonisation. Des liens étroits restent établis tant au niveau des États que des populations. Il est donc naturel que ces liens d'affection soient également accompagnés d'une aide pour la préservation du patrimoine naturel. C'est en 2012 que l'État du Cameroun... Restons en environnement et intéressons-nous au programme Agropole. 5 ans après, que deviennent les résultats mitigés? Un sujet mitigé dans le gouvernement. Qu'est devenu le programme Agropole 5 ans après sa mise en route, lorsqu'on se rappelle encore que l'État devait investir environ 70 milliards, environ 10 milliards de francs CFA dans ce projet qui visait à créer des emplois en zone rurale. Une préoccupation de Joël Effon. C'est en 2012 que l'État du Cameroun avait annoncé la mise sur pied du programme Agropole qui ambitionnait réduire les déficits de production dans le secteur de l'agriculture et par conséquent limiter les importations.
Deux phases avaient alors été arrêtées. La première pilotée sur une durée de 2 ans et la seconde dite opérationnelle sur 6 ans. Le dit programme mis en œuvre en 2013 devait lancer 15 nouveaux agropoles au cours de l'année 2015. 5 ans plus tard, ce vaste projet dans lequel le gouvernement devait investir 9,8 milliards de francs CFA semble être tombé dans les oubliettes. Pourtant, pour combler le déficit en termes de production du poisson par exemple, le gouvernement avait déjà lancé le projet intitulé « Appui au développement de l'élevage du tilapia en cage au Cameroun ». Un projet qui s'est vu doté d'une enveloppe de 300 millions de francs CFA. Dans la même veine en 2015, l'État avait investi 612 millions de francs CFA dans la production de l'huile de palme à Edea. L'objectif fixé était de passer de 6 300 à 21 000 tonnes. Au cours de la même année, 2 agropoles étaient annoncés pour produire et transformer la pomme de terre et l'ananas. En avril 2014, une usine de transformation de soja d'une capacité de 18 000 tonnes par an était inaugurée. Cette nouvelle unité industrielle devait créer 154 emplois directs et environ 4 000 indirects. Malheureusement, les retombées de ce vaste programme qui s'étalait sur 8 ans ne sont pas toujours palpables à date et le Cameroun continue de connaître des déficits dans la production agricole. De questionnement ce midi. Après la situation de l'état des lieux du programme Agropole, la question se pose cette fois-ci sur la bourse des déchets au Cameroun. Le 11 août dernier, le ministre de l'Environnement, de la Protection et de la Nature du DERAP et les pierres réunissaient les responsables d'administrations diverses des collectivités territoriales décentralisées et de la société civile. C'était, on se souvient encore, dans l'optique de créer une bourse de déchets au Cameroun. Plusieurs mois après les assises, rien ne semble être boosté. Aline Paul Obamé nous fait un récit des états de lieu. La création de la bourse de déchets au Cameroun avait été annoncée à grande pompe au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. L'initiative avait alors été favorablement accueillie par les populations, ce d'autant plus que cette structure devait permettre la mise sur pied d'une plateforme physique et électronique pour la collecte, la vente, l'achat et la transformation des déchets solides d'une part, et d'autre part la création d'un service de mise en ligne mettant en relation l'offre et la demande des déchets susceptibles d'être valorisés. Au lendemain de la réunion présidée à Yaoundé le 11 août 2016 par le ministre en charge de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable Pierre Hélé, en présence des responsables des administrations concernées, des collectivités territoriales décentralisées et de la société civile, les Camerounais se voyaient alors soulagés des déchets qui les encombrent au quotidien dans leur environnement. Sans vite aller en besogne, ce vœu à l'observation risque de devenir une utopie. Plusieurs mois après cette concertation, devant aboutir à la mise sur pied d'une bourse de déchets dans notre pays, rien n'a sensiblement bougé au ministère de l'Environnement. Selon certaines indiscrétions, le projet semble avoir été rangé dans les tiroirs et c'est l'occasion de relever que la gestion des déchets au Cameroun est un véritable casse-tête. Il suffit de parcourir les artères de nos villes pour se rendre compte du trop plein de déchets. Certains, à défaut d'obstruer les chaussées, ont fini par donner des noms insolites à plusieurs quartiers et les populations sont les premières à payer les frais des odeurs pestilentielles qui s'en dégagent régulièrement, même si, à côté de tout cela, leur incivisme n'est pas à négliger. Selon des données de l'Institut national de la statistique, le Cameroun produit près de 6 millions de tonnes de déchets solides, plus de 2 millions de tonnes de déchets non ménagers et 3 millions de tonnes de déchets liquides qui sont nocifs à l'environnement. D'où l'urgence de ne ménager aucun effort pour mettre sur pied cette bourse de déchets au Cameroun.
Toujours dans le même sillage des déchets, une croissance verte dans le monde cette fois-ci. Les déchets sont nocifs, c'est vrai, mais ils peuvent constituer une économie verte pour l'Afrique et le monde. Leur exaction fait appel au... La prise circulaire de la gestion des déchets en Afrique et dans le monde, depuis quelques années, a pris une orientation particulière visant en premier lieu sa valorisation du point de vue économique. La mise en place évidente de cette technique due à l'ingéniosité de l'homme sur les mesures d'exploitation des déchets des différents cadres réglementaires qui précisent les conditions de traitement des immondices ainsi que les objectifs escomptés et avant tout réalisés pour des raisons environnementales et le meilleur traitement adéquat des déchets. La réduction de ceux-ci, stockés en décharge, ou encore la diminution des opérations d'extraction de matières premières limite en effet les risques de pollution de l'air et des sols. Ce traitement de déchets étant une aubaine sur les richesses qu'il comporte a progressé de près de 100% au fil du temps avec un taux de croissance annuel évalué à 17%, soit un des plus forts des secteurs de l'éco-industrie. Les déchets en termes de recyclage contribuent également à la création d'emplois. Le nombre de travailleurs serait passé d'une centaine à des millions, trouvant ainsi leur compte dans le monde du recyclable. La transformation des déchets est devenue une source économique de matériaux de plus en plus importante, diminuant considérablement la pression exercée sur les écosystèmes. Une initiative qui interpelle plusieurs pays qui accusent encore aujourd'hui un grand décalage sur la préservation de l'environnement, qui est le point culminant de l'existence de l'espèce humaine. Place à présent à la pollution industrielle, un véritable danger pour l'homme. La pollution industrielle affecte gravement la santé humaine. Selon des études récentes, l'exploitation minière, les fonderies de plomb et autres décharges industrielles impactent considérablement la santé de quelques 125 millions de personnes dans 49 pays à faible et moyen revenu. Aline Paul Obama. Selon les spécialistes des pollutions, la pollution industrielle entraîne de graves conséquences sur la santé humaine. Elle touche au moins 125 millions de personnes dans 49 pays à faible et moyen revenu et son impact sur la santé publique est comparable avec celui du paludisme ou encore de la tuberculose. Ici, les polluants industriels les plus répandus sont le plomb, le mercure, le chrome et l'amiante. Ils sont connus pour causer de graves dommages à l'homme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le plomb compromet le développement neurologique des enfants et provoque des maladies cardiovasculaires chez les adultes. Le chrome, classé cancérigène, peut causer des cancers du poumon s'il est inhalé. Le mercure, pour sa part, endommage les reins et affecte aussi le développement neurologique chez les enfants. Enfin, l'amiante est responsable de mésothéliome, de cancer du poumon et d'autres problèmes pulmonaires. L'OMS estime par ailleurs que les pollutions environnementales contribuent à 19% de l'incidence du cancer dans le monde et sont responsables de 1,3 million de décès chaque année. Et les polluants industriels sont responsables de 17 millions d'AVCI, entendez, années de vie corrigée de l'incapacité. Les 10 industries les plus toxiques, en fonction du nombre d'années de vie perdues, sont le recyclage des batteries au plomb, la fusion du plomb, les mines et le traitement des minerais, les opérations de tannerie, les décharges de déchets industriels et ménagers, les zones industrielles, l'exploitation minière artisanale de l'or, la fabrication des produits industriels électroniques ou autres revêtements métalliques, ainsi que la fabrication de produits chimiques et l'industrie textile. Il faut cependant relever que ce sont au final les pays en développement qui payent le plus lourd tribut de la pollution industrielle. Ceci à cause de l'absence de normes
et de contrôle. Dans ces pays, les travailleurs de ces industries sont beaucoup plus préoccupés par le gain au détriment de leur santé. Puis encore, très peu de moyens sont alloués à la prévention et à l'assainissement des sites pollués. Ainsi, au regard de l'ampleur de la situation, une synergie d'action des pays de la planète s'impose. Quittons la pollution industrielle qui fâche et parlons de toute autre chose à présent qui pourrait d'ailleurs faire retrouver le sourire à vous, chers téléspectateurs. Le Cameroun est dans un processus d'industrialisation et depuis quelques années déjà, plusieurs forats et séminaires se sont organisés justement à cette préoccupation-là. Écoutons plutôt Théophile Ebodé. L'industrialisation tant souhaitée par l'ensemble des citoyens camerounais est une grande vision qui se concrétise par un ensemble de mesures législatives, politiques et réglementaires, chose que les dirigeants camerounais semblent avoir bien compris. À ce jour, des textes législatifs et réglementaires ont été signés par le chef de l'État. Les facilitations quant à la création des industries sont réelles. Le régime juridique offre de nombreux avantages aux investisseurs. La loi de 90 ordonnant la création de la zone franche, quoique mitigée, joue un rôle prépondérant dans cette marche du Cameroun vers l'industrialisation. Les forums économiques tels que celui organisé en 2016 par le chef de l'État est un autre exemple qui porte déjà les fruits. Dans quelques jours, le forum sur l'économie numérique sera organisé à Yaoundé. Par ailleurs, beaucoup d'industries ont été mises en place à Yaoundé, Douala et dans l'autre zone où des richesses naturelles fusent. Toujours dans cette volonté de voir le pays industrialisé, l'accent est mis surtout sur les domaines des transports, l'agriculture, le numérique et l'énergie, des secteurs sensibles, voire clés pour l'industrialisation d'un pays. Malgré ces avancées notables, le Cameroun se doit encore de faire montre de beaucoup d'engagement. Ceci en se mettant résolument dans la lutte contre la lenteur administrative qui fait fuir des investisseurs. Aussi, accélérer des travaux engagés dans le domaine de l'énergie, un facteur déterminant pour l'industrialisation. Voilà qui met donc un terme à cette deuxième tranche d'informations sur l'environnement. Mais avant, un bref rappel des titres. L'énigme démographique en Afrique, nous en avons parlé. De plus, la notion des aires protégées dans le continent africain et au Cameroun était de mise. Merci à tous pour la réalisation de ce journal. Restez des nôtres car les différents programmes sur Baylan Africa TV se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 12h. Bonne journée à tous.